Je vous remercie, Madame la Présidente. Je tiens également à remercier très chaleureusement Madame le professeur Frédéric Coé pour son invitation, mais aussi pour le sujet qui m'a été confié, puisque je me rassure un peu, je me dis que si je vous ennuie, par chance, je vais vous faire penser à vos congés et aux réservations à faire pour les ponts de mai ou bien pour cet été. Mais dans cette attente, j'espère quand même vous offrir d'autres perspectives et une réflexion sur les meublés de tourisme. Par curiosité, j'imagine que nombreux d'entre vous disposent un compte sur des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, X ou encore Facebook. Et j'imagine encore que quiconque dispose d'un compte a déjà vu dans sa file d'actualité, dans son fil d'actualité, un influenceur en t-shirt un peu ample qui nous raconte qu'avant 30 ans, il a touché son premier million grâce à des investissements immobiliers très fructueux et notamment à la location de meublés, de la location en meublé de tourisme. Alors la réalité est bien plus complexe que celle qui nous est offerte par cet espace virtuel, puisque la location en meublé de tourisme mobilise à la fois des règles de droit des biens, de droit de la copropriété, de droit de la construction, mais aussi de droit fiscal et encore bien d'autres dispositions. C'est la raison pour laquelle le parcours est complexe et le profit est parfois plus difficile à atteindre. La location de meublé de tourisme ou encore nommée location de courte durée, que l'on oppose à la location de longue durée, est définie par le Code du tourisme, comme je cite, les villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Ainsi compris, la loi vise divers biens. Il peut même s'agir de logements utilisés au titre d'une résidence principale ou secondaire, de logements non classés ou classés qui bénéficient d'étoiles au regard du confort qu'ils offrent. En revanche, il semblerait que les chambres d'hôtes doivent être exclues de cette définition, car le propriétaire demeure présent dans les lieux et le régime applicable est donc ici différent. De la même façon, si la loi ne l'exclut pas expressément, il semblerait opportun d'exclure les gîtes de cette définition, puisque là encore, depuis la loi Le Meur de 2024, on voit vraiment une distinction de régime pour les gîtes. Par ailleurs, il s'infère de cette définition que la location meublée de tourisme peut être propulsée ou non par le recours à des plateformes telles que Airbnb, TripAdvisor, Abritel ou encore Expedia. Historiquement, le législateur a appréhendé l'essor de la location meublée de tourisme comme plutôt une menace pour la préservation des droits du propriétaire, notamment au regard du risque de sous-location de son bien loué. Et ce n'est que depuis peu, progressivement, d'abord en 2018 et ensuite aujourd'hui, depuis 2024 avec la loi Le Meur, que le législateur envisage véritablement d'encadrer le droit de propriété du propriétaire dans le cadre de la location meublée de tourisme. Cela s'explique très naturellement par l'essor exponentiel de ce type de location. Selon le Parlement européen, en 2024, on dénombre plus de 800 millions de nuitées en Europe réservées via seulement 4 plateformes, à savoir Booking, Airbnb, Expedia et TripAdvisor. Or, ce développement massif n'est pas sans conséquences sur le marché locatif, puisqu'il soulève des enjeux majeurs. Tout d'abord, il contribue à aggraver la crise du logement en accentuant la pénurie de logements et l'augmentation des loyers. Ensuite, il participe à une augmentation progressive des quartiers, marquée par ce qu'on appelle une touristification des centres urbains au détriment des fonctions résidentielles. En outre, cette dynamique soulève la question de la multipropriété et de la nécessité ou non de la réguler. Certains investisseurs concentrent un nombre important de biens destinés à la location touristique. D'ailleurs, des chiffres récents démontrent qu'à Paris, 58% du parc locatif privé appartient à des propriétaires de plus de 5 logements,
faisant alors écho d'une certaine façon, et je vais faire un bref retour en arrière, au Paris décrit par Balzac dans les Comédies humaines, où Paris était détenu par des rentiers, et ici on retrouve ceci par les chiffres. Enfin, la location de courte durée accroît les troubles du voisinage avec la rotation fréquente des occupants qui favorise les nuisances sonores, mais également la dégradation des parties communes, fragilise la tranquillité et la sécurité des résidents permanents, mais également potentiellement dévalue la valeur de leurs biens. Dès lors, la mise en place d'une régulation de ce marché est devenue nécessaire et en la matière, je dois dire que la France ne s'est pas illustrée en pionnière. À l'échelle internationale, certaines autorités locales ont en effet adopté très rapidement des mesures particulièrement drastiques. On peut citer un exemple éclairant. La ville de New York, dès janvier 2023, a instauré un encadrement extrêmement rigoureux pour la location de courte durée, entraînant une chute de plus de 90% du nombre d'offres et d'annonces sur les plateformes pour la location de courte durée. Au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 22 septembre 2020, a reconnu également la possibilité pour les États membres de soumettre la location de courte durée à des réglementations nationales restrictives, notamment lorsqu'elles sont justifiées par des intérêts supérieurs, tels que l'intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements. Et dans cette dynamique, certaines villes européennes se sont également distinguées. Tel est le cas de Barcelone, qui encadre étroitement le recours à la location de courte durée et qui envisage d'ici 2028 son interdiction pure et simple. C'est dans ce contexte que la France a, en 2024, profondément réformé le cadre législatif et réglementaire issu de la loi Allure par l'adoption de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Si l'atteinte au droit de propriété est indubitable, elle demeure en comparaison avec certains voisins européens d'une intensité relativement mesurée. Toutefois, ces restrictions traduisent un véritable changement de paradigme pour les propriétaires. Elles sont en effet susceptibles d'emporter des conséquences économiques particulièrement lourdes, et on peut penser notamment à ceux qui auraient investi en considération de la rentabilité attendue de la location de courte durée. Nombre d'entre eux ont acquis des biens à des prix parfois très élevés, parfois au prix d'un endettement important, dans un contexte de forte attractivité de ce modèle locatif. Or, le durcissement du cadre juridique est de nature à remettre littéralement en cause cet équilibre économique. C'est donc dans ce contexte qu'il convient de s'interroger sur l'étendue de l'atteinte portée au droit de propriété et plus précisément sur les obstacles affectant le parcours de la location meublée de tourisme. Ces obstacles interviennent à différents stades du recours à la location de courte durée, avant et pendant. Par ailleurs, ils procèdent de sources diverses, des sources légales, jurisprudentielles, la réglementation locale, mais également des sources conventionnelles. Leur intensité est variable. Certaines mesures se bornent à affecter seulement la rentabilité de l'activité. D'autres en subordonnent l'exercice à des conditions plus ou moins strictes. Et les plus contraignantes vont jusqu'à prohiber la mise en œuvre de cette location. Il est ainsi possible de distinguer deux grandes catégories d'obstacles. D'une part, ceux qui affecteraient directement le droit de louer en meublé de tourisme, en imposant soit des conditions, soit en prohibant purement et simplement le recours à cette location de courte durée. D'autre part, il existe des obstacles qui affectent plutôt indirectement ce marché, en diminuant l'attractivité tout en accroissant les risques, au point même de déséquilibrer le rapport entre les avantages attendus et les contraintes supportées par le propriétaire. Cette dichotomie sera retenue. Seront donc envisagés en premier lieu les obstacles directs à la location meublée de tourisme et en second lieu les obstacles indirects à la location meublée de tourisme. Concernant les obstacles directs, ils emportent pour conséquence une restriction ostensible et assumée du droit de propriété. Ils sont de deux intensités. D'une part, au premier niveau, on retrouve le conditionnement de la location meublée de tourisme.
D'autre part, au second niveau, le plus élevé, on relève la prohibition de la location meublée de tourisme. Concernant le conditionnement, on dénombre plusieurs obligations. Tout d'abord, les meublés de tourisme sont soumis à des exigences progressives en matière de performance énergétique. À ce jour, le logement doit être classé entre A et E, et à compter du 1er janvier 2034, il devra être compris entre les classes A et D. Cependant, ce critère doit être relativisé à plusieurs égards. Premièrement, cette obligation ne s'applique pas aux résidences principales occupées plus de 8 mois par an. Le propriétaire peut donc éviter les travaux dans sa résidence principale pour le louer de courte durée. Deuxièmement, le rehaussement de la note s'est accompagné malgré tout d'une modification des critères d'évaluation du diagnostic de performance énergétique, permettant alors dans de nombreux cas d'améliorer la lettre du logement avant même l'accomplissement des travaux. Dès lors, un ancien F est devenu un E, ce qui permet donc de louer ce bien. On peut donc s'interroger sur l'effort de cette mesure. Est-ce qu'il s'agit ici d'une sorte de greenwashing législatif? C'est à débattre. Troisièmement, le rehaussement substantiel de la note est plutôt programmé à une échéance lointaine, à savoir 2034, ce qui laisse du temps aux propriétaires pour exploiter leurs biens pendant ce temps. Ensuite, la loi Le Meur généralise l'obligation d'enregistrement en mairie pour toute location de meublés de tourisme. D'ici le 20 mai, la procédure en vigueur sera définie par décret. À ce jour, un lien vers un téléservice existe, mais le site était encore ce matin, une heure très tôt, était en maintenance. Le défaut d'enregistrement ou toute fausse déclaration pourra donner lieu à des amendes administratives substantielles pouvant aller de 10 000 € jusqu'à 20 000 €. Toutefois, là encore, cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur. Enfin, le propriétaire a l'obligation d'informer le syndic de l'activité de location touristique dans la copropriété. Néanmoins, bien qu'il s'agisse d'une obligation assumée dans le texte de loi, aucune sanction spécifique n'est rattachée en cas de manquement. C'est la raison pour laquelle on peut tout de même relativiser la portée de cette obligation, même si on pourra prévoir une altération des liens si cette obligation n'est pas respectée. La location meublée de tourisme est donc soumise à des conditions plus nombreuses et les sanctions en cas de manquement sont plus sévères. L'atteinte au droit de propriété est ici caractérisée, mais demeure malgré tout contenue. Elle est en revanche bien plus vigoureuse dès lors que la location meublée de tourisme est prohibée. La prohibition de la location en meublé de tourisme constitue l'atteinte la plus forte. Elle peut prendre deux formes, une prohibition partielle et une prohibition totale. Tout d'abord, on relève une prohibition partielle pour la location de la résidence principale. Dans cette hypothèse, la durée de la location en meublé touristique était jusqu'au 31 décembre 2024 limitée à 120 jours par an. Désormais, elle peut être abaissée par délibération municipale motivée à 90 jours par an. Ainsi, la prohibition prend effet qu'après avoir atteint ce plafond, c'est la raison pour laquelle il s'agit ici d'une prohibition partielle. En revanche, ce seuil peut être dépassé en cas d'obligation professionnelle, de raison de santé ou en cas de force majeure. Par ailleurs, il pourrait être tentant pour certains propriétaires de dissimuler le nombre de nuitées en utilisant plusieurs plateformes pour les réservations, mais rappelons ici que la transmission est automatique et donc cela empêche ce subterfuge, pour ne pas dire cette fraude. Ensuite, on note une prohibition totale de la location meublée de tourisme. Notamment, les communes peuvent réserver des secteurs aux constructions neuves exclusivement pour l'habitation permanente. Cette servitude ne vise que les constructions neuves ou les transformations, notamment de bureaux en logements, et elle ne touche pas le parc existant. Elle tombe également en cas de motif professionnel, de santé ou en cas de force majeure. Il y a tout de même un point important, puisque ici la sanction est extrêmement sévère. En cas de servitude d'usage exclusif de résidence principale, la promesse de vente doit impérativement porter la mention expresse de cette servitude sous peine de nullité. La sanction est donc extrêmement sévère.
Aussi, il est possible d'interdire les meublés de tourisme par un vote en assemblée générale de copropriété à la double majorité. À cet égard, le Conseil constitutionnel, comme cela a déjà été rappelé, a considéré dans sa décision du 19 mars 2026 que cette mesure était conforme à la Constitution. Et là encore, et c'est sans doute ce qui a aussi motivé la décision du Conseil constitutionnel, cette interdiction ne peut viser la location de la résidence principale. Il ne s'agit ici que des résidences secondaires. Les obstacles directs prennent donc deux formes. Il peut s'agir d'obligations supplémentaires incombant aux propriétaires, soit d'une prohibition pure et simple de la location meublée de tourisme. Cette prohibition n'est toutefois pas généralisée. Il faudra pour cela que chaque copropriété se saisisse véritablement de cette problématique. Mais les embûches prennent aussi des formes parfois plus sournoises. Elles sont parfois moins ostensibles. Et c'est notamment le cas pour les obstacles dits indirects. Concernant les obstacles indirects, ils affectent indirectement le droit de propriété. Ce dernier n'est en apparence pas compromis, mais ces obstacles conduisent pour autant à orienter les choix du propriétaire et potentiellement à abandonner l'idée d'une location de courte durée. À cet égard, on retrouve d'une part la réduction des avantages que l'on oppose d'autre part à l'augmentation des risques. Concernant la réduction des avantages, rappelons ici que le succès de la location meublée de tourisme s'explique en grande partie, assumons-le, par sa rentabilité. En témoignent d'ailleurs les applications de calcul qui permettent d'anticiper la rentabilité avant l'achat, mais également celles destinées à adapter le prix à la demande, soit pour optimiser continuellement la rentabilité du bien. Mais en plus d'un chiffre d'affaires assuré par une clientèle presque acquise, en tout cas fut un temps, la location meublée de tourisme bénéficiait jusqu'en 2024 d'une fiscalité à tout le moins avantageuse. Celle-ci tend désormais non seulement à être réduite à néant, mais également à favoriser la rentabilité de la location à titre de résidence principale, dite location classique ou de longue durée. Tout d'abord, concernant la suppression d'avantages fiscaux pour les locations meublées de tourisme, on peut citer le rappel ferme du Conseil d'État par un arrêt très remarqué du 15 juin 2023 qui considère que le propriétaire d'un appartement mis en location par l'intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne pour de courtes durées ou pour des périodes qu'il est loisible au requérant d'accepter ou de refuser est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, jusqu'à cette décision de 2023, il était admis en pratique, selon les contrôleurs, que l'appartement en location meublée de tourisme était affecté à une activité commerciale de location meublée et était destiné à être loué tout au long de l'année. Ainsi, la taxe d'habitation n'était pas due et le Conseil d'État met fermement fin à cette pratique en considérant que le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année de son bien. En conséquence, un même bien peut être soumis simultanément à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Néanmoins, le propriétaire pourrait se soustraire au paiement de la taxe d'habitation s'il confie son bien à une conciergerie tout au long de l'année et à condition que le contrat stipule expressément que le propriétaire perd totalement la disposition et la jouissance du bien tout au long de cette année. Mais là encore, si cela peut inciter les propriétaires à recourir ou à confier leurs biens plutôt à une conciergerie, cela peut aussi dissuader de mettre en location de courte durée, puisque la conciergerie constitue un coût supplémentaire notable. Il existe également une réduction substantielle des plafonds applicables au régime des microbiques, puisque la loi Le Meur consacre une baisse des abattements des microbiques. Pour les meublés de tourisme non classés, l'abattement passe de 50% à 30%, avec un plafond du chiffre d'affaires réduit à 15 000 €. Et pour les meublés de tourisme classés, l'abattement passe de 71% à 50%, avec un plafond de 77 700 €, alors qu'il était de 188 700 € par le passé.
Également, la loi du 14 février 2025 modifie de façon désavantageuse les modalités de calcul des plus-values immobilières pour les loueurs de meublés soumis au régime réel d'imposition. En effet, pour les loueurs au régime réel en LMNP, les amortissements déduits pendant la durée de la détention du bien sont désormais réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la revente, ce qui augmente donc drastiquement l'imposition. Ensuite, la perte des avantages se traduit aussi par l'amélioration de la rentabilité de la location à titre de résidence principale. Par opposition, en parallèle, la loi de finances pour 2026 crée le statut fiscal du bailleur privé, offrant tout justement un amortissement pouvant aller jusqu'à 80% du prix d'acquisition du bien pour les particuliers qui acquièrent avant la fin 2028 des logements destinés à la location nue à titre de résidence principale. Dans cette même perspective, localement, certaines communes créent des avantages pour encourager la location à titre de résidence principale. À cet égard, on peut citer la prime à la conversion mise en place à Oléron. Depuis janvier 2026, les propriétaires ayant recours à la location touristique peuvent prétendre à une prime à la conversion pouvant aller jusqu'à 10 000 € s'ils louent leur bien à titre de résidence principale. À ce jour, on décompte 19 propriétaires qui ont bénéficié de cette prime. Cette réduction drastique des avantages entraîne une diminution des bénéfices pour les propriétaires qui s'accompagne d'une augmentation des risques, rendant alors le parcours encore moins attractif. Et là, cette fois-ci, c'est cette augmentation des risques qui se traduit par une augmentation des risques à la fois sur le plan pénal, mais aussi sur le plan civil, avec des risques d'engager la responsabilité civile du propriétaire. Sur le plan pénal, on peut citer quelques décisions des juges du fond qui retiennent plusieurs infractions, et notamment le proxénétisme, par la mise à disposition des locaux, mais l'actualité démontre qu'il existe aussi plusieurs risques avec la location de courte durée, tels que l'utilisation du bien pour du trafic d'armes, du trafic de drogue, mais aussi des hypothèses de séquestration. Au titre de la responsabilité civile, par effet miroir, et il sera aussi possible d'engager la responsabilité civile du propriétaire, mais là, il y aurait peut-être une réserve et un espoir avec l'arrêt du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation qui retient la responsabilité des plateformes et qui pourrait peut-être être transposée dans ce genre d'hypothèse. Et enfin, un dernier risque qui pourrait être envisagé, c'est aussi sur en matière de droit du travail. Ce risque n'est pas nul, puisqu'on sait que pour la location de courte durée, on peut offrir des services de para-hôtellerie tels que le ménage, et dans ce cas-là, on a recours souvent à des auto-entrepreneurs, et là encore, on pourrait envisager une requalification de certains contrats en contrat de travail, donc avec des risques de ce point de vue-là. En bref, l'équilibre entre les bénéfices et les risques semble déstabilisé, laissant imaginer à tout le moins un essoufflement de la location meublée de tourisme, pour ne pas dire son attrition. Je vous remercie. Merci. Je cède maintenant la parole à Nathalie Pierre, qui, elle, va revenir au bail commercial. Non, d'habitation. Au bail d'habitation. D'accord. Et, oui, puisque nous allons évoquer tout ce qui relève des locations précaires et dérogatoires et qui est peut-être une nouvelle piste ou pas. On verra à la suite de ces propos. Merci Madame la Présidente. Alors bravo d'abord à ma collègue Frédéric Goé pour la conception et l'organisation de ce colloque, et merci de m'avoir offert l'opportunité de travailler sur le thème extrêmement stimulant des locations précaires et dérogatoires sous l'angle de la liberté résiduelle. Et puis, donc, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et donc, je m'adresse à la présidente pour lui dire qu'elle n'hésite pas à résilier le bail de parole que je pressens de longue durée. La liberté contractuelle n'est pas le concept qui vient spontanément à l'esprit lorsque sont envisagés les baux immobiliers et notamment les baux d'habitation. En effet, la grande figure normative en matière de bail d'habitation est évidemment la loi du 6 juillet 89, modifiée à plusieurs reprises, mais dont l'article 2 énonce dès l'origine le caractère d'ordre public des dispositions.
applicable ab initio uniquement aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Dans cette loi, la protection du locataire y est étendue. Elle consiste principalement en une stabilité du bail au profit du preneur et en un certain encadrement des loyers. Lorsque la loi est applicable, la liberté contractuelle est très restreinte. D'une part, elle pourrait concerner des clauses qui ne seraient pas contraires aux dispositions impératives de la loi. D'autre part, elle reprend son empire sur les rares questions non traitées par la loi, telles que la perte de la chose louée ou la modification de la chose, mais lorsque les dispositions supplétives du Code civil sont écartées par les parties. La liberté contractuelle totale est donc à rechercher dans les pans du droit des baux d'habitation non couverts par la loi du 6 juillet 1989. Or, deux constats s'imposent. D'abord, le domaine de la loi impérative s'est notablement étendu, réduisant comme peau de chagrin les bastions de liberté contractuelle. Ensuite, cette loi gagne, ne serait-ce que par petites touches, comme l'obligation de décence, la fourniture des diagnostics, il y a des domaines non encore assujettis. Quant au premier constat, il faut remarquer que certaines exclusions initiales du domaine de la loi sont maintenues. Donc, les baux d'un local d'habitation conclu par une personne morale restent régis par le Code civil. Elle laisse toute place à la fantaisie dérogatoire des parties. Il en est de même des logements de fonction. En revanche, on l'a dit, les baux de logements meublés, initialement exclus, ont fait l'objet, lorsqu'ils constituent la résidence principale du preneur, soit donc un local occupé au moins 8 mois par an, d'un statut d'ordre public institué par la loi Allure du 24 mars 2014 et intégré à la loi du 6 juillet 1989 dans un titre 1 bis. Les dispositions spécifiques prévues d'ordre public, mais moins drastiques que pour le bail d'un local vide, concernent la durée du contrat, au moins 1 an, reconductible tacitement pour 1 an, par exception, bail de 9 mois pour les étudiants non reconductibles, et dispositions également dérogatoires en matière de dépôt de garantie et du paiement des charges. Dans un mouvement de balancier inverse, le législateur, par la loi Elan du 23 novembre 2018, a fait bénéficier certains baux de logements meublés d'une plus grande souplesse qu'ils constituent ou non la résidence principale du preneur. Toujours d'ordre public, ce régime du bail de mobilité, qui n'exclut cependant pas les statuts existants, est intégré à la loi du 6 juillet 89 dans un titre inter. L'ambition de ce nouveau statut est à la fois de susciter une nouvelle offre de logements distincte de celle du meublé de tourisme, notamment par des bailleurs occupant de manière intermittente un bien, tout en facilitant l'accès à la location de personnes en mobilité professionnelle. En effet, ce bail mobilité vise un preneur en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le régime instauré est moins contraignant que celui du bail d'un local meublé, constitutif de la résidence principale. Ainsi, la durée du bail est d'1 mois minimum. À titre d'exception, un renouvellement est possible dans la limite de 10 mois, qui est la durée maximale. Et récemment, cette limite est passée pour les baux constitués dans une résidence à vocation d'emploi, nouvellement créée, à 18 mois. Donc, si à l'échéance du contrat, les relations contractuelles se poursuivent, elles ne sont plus régies par le bail mobilité, elles sont régies soit par le Code civil, s'il s'agit d'une résidence secondaire, soit par le bail meublé du titre 1 bis de la loi du 6 juillet 89, s'il s'agit d'une résidence principale. Au vu de la courte durée de location, par ailleurs, tout dépôt de garantie est interdit, le paiement des charges se fait selon un forfait et la solidarité entre les colocataires est également interdite. Il faut encore préciser que ces nouveaux statuts d'ordre public, meublés, bail mobilité, abrités sous la loi du 6 juillet 89, se voient appliquer de nombreuses dispositions du titre 1. Il en résulte une spécialisation des baux d'habitation parfois difficile à lire parce qu'il y a un régime spécial et en plus certaines dispositions du régime classique loi de 89 leur sont applicables. En tout état de cause, la multiplication des régimes spéciaux ne laisse aujourd'hui à la liberté contractuelle qu'une place résiduelle.
Cette dernière ne peut véritablement s'exprimer que lorsque un logement, et on le verra dans le schéma qui doit arriver, que lorsqu'un logement est loué à une personne morale, oui ça fait peur, mais c'est ce raisonnement-là qu'il faut tenir pour savoir quel bail est applicable, lorsqu'un logement est loué à une personne morale, et lorsqu'il est loué à une personne physique, ce sera un bail civil. Lorsqu'il est loué à titre de logement de fonction, à titre de location saisonnière et de résidence secondaire, mais d'un local vide, et d'un local meublé, mais uniquement si le bail mobilité n'a pas été choisi. Donc, c'est un système quelque peu complexe pour arriver à déterminer quand le bail code civil va être applicable. Complexe, mais qui n'échappera pas aux investisseurs, puisque le bailleur investisseur, cherchant la rentabilité et les contraintes minimales, privilégiera donc ce type de bail code civil, et la liberté contractuelle que ce régime supplétif lui procure. Donc la situation est connue, elle n'est pas évidemment favorable à l'offre locative de longue durée, propice à résorber la crise du logement. En réaction ou en prolongement de cette situation, marquant l'insatisfaction devant l'existant et les modèles classiques de location, eh bien, de nouvelles modalités de jouissance personnelle d'un logement apparaissent: co-living, habitat participatif, cohabitation intergénérationnelle solidaire, résidence temporaire dans un logement vacant. Si certaines d'entre elles se marquent par l'existence d'espaces partagés ou par une nouvelle conception du vivre ensemble, toutes en revanche se caractérisent, eh bien, au regard de leur particularité, par un enjeu ou une difficulté de qualification ou de requalification. Et donc, comment qualifier, comment analyser ces nouvelles formes de jouissance personnelle? Comment le législateur s'en est-il emparé ou veut-il s'en emparer? Vaste question. Ce que l'on peut déjà constater, c'est que lorsque ces nouvelles modalités sont motivées par la rentabilité, eh bien, elles bénéficient d'une liberté relative, possiblement bientôt encadrée. Lorsqu'elles ne sont pas motivées par la rentabilité, eh bien, l'indéniable liberté qui les caractérise a été gagnée en s'affranchissant du contrat de bail, tout en restant dans un mécanisme de jouissance personnelle. Donc, c'est donc le plan que je vous propose de suivre. Et donc, j'aborde tout de suite la question des nouvelles modalités de jouissance personnelle d'un logement motivé par la rentabilité, où il y a une certaine liberté, mais peut-être pas pour longtemps. Alors, deux questions se posent. La question très très discutée du co-living, de ces baux de co-living, et puis une nouvelle pratique qui est remontée par les associations, qui serait de voir des baux conclus avec une clause qui exclurait l'usage du logement à titre de résidence principale. Alors, comment apprécier, comment qualifier ces nouvelles pratiques? Alors, passons donc au co-living avec la slide suivante. Donc, le co-living, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un co-living, bon, c'est habitat partagé en français déjà, qui se caractérise par la mise à disposition d'un espace privatif, qui est le plus généralement dans le modèle proposé une chambre, mais une chambre un petit peu améliorée parce qu'il y a des toilettes dans la chambre et une salle de bain, ce qui a quand même un petit peu d'intimité dans le partage. Et puis, par ailleurs, des espaces partagés. Et en plus, il y a la fourniture de services, optionnels ou non. Et c'est là qu'il y a un petit brouillard. Alors, des abonnements, donc il n'y a rien à faire. Hein, la personne arrive, elle a son abonnement téléphonique, à Internet, il y a Netflix, hein, c'est un argument de poids. Il y a aussi des accès à des salles de conférence, des salles de sport, des salles de coworking en option. Et donc, c'est une pratique qui brouille ou qu'on voudrait voir brouiller les frontières entre habitation, colocation, hébergement et hôtellerie. Que penser du co-living? C'est l'objet de la slide suivante. Alors, tout dépend si on est plutôt bisounours ou si on est plutôt Gotham City. Donc, optimisme ou pessimiste. Si on est résolument optimiste, eh bien, et c'est là aussi, évidemment, l'argument marketing qu'on trouve dans les sites de co-living, eh bien, on vivra à travers du co-living une expérience humaine conviviale. C'est une solution prête à vivre, all-inclusive, qui est adaptée aux jeunes actifs urbains, célibataires, en quête de liens sociaux, voire plus.
et qui répondrait à des aspirations sociétales profondes. Là, c'est sérieux quand même. Privilégier la jouissance à la propriété, privilégier le mieux vivre ensemble. Donc ça, c'est le côté bisounours, hein, bienvenue à Bisouville. Si on part du côté de Gotham City, eh bien, on va trouver une appréciation très distincte puisque ça favoriserait les stratégies de contournement des régulations existantes, notamment l'encadrement des loyers. On aurait un système de loyer particulièrement élevé qui encore renforcerait l'augmentation du loyer, des prestations imposées, une maîtrise des coûts du logement pour les occupants. Et puis, ça provoquerait aussi la disparition progressive des logements familiaux avec une accentuation donc de la spéculation foncière, nuisance pour les riverains, bon, c'est plutôt le meublé de tourisme, on le voit aussi. Eh bien, tous ces termes négatifs, je ne les ai pas inventés, puisqu'ils ressortent d'une proposition de loi, justement, visant à encadrer le co-living et à renforcer les outils de régulation, qui a été déposée le 7 novembre 2025. Bon, on verra ce qu'elle devient. Et puis, autre qualificatif, cette fois, c'est le Conseil de Paris, dans une délibération du 8 octobre 2025, le Conseil de Paris qui s'est prononcé résolument pour un Paris zéro co-living, qui parle d'un nouveau fléau immobilier. Alors, bon, la réalité est certainement entre les deux, mais la question qui se pose, c'est faut-il légiférer sur le code civil, sur le co-living, pardon, et c'est la slide suivante. Alors, faut-il légiférer sur le co-living ? Eh bien, pour ma part, j'estimerais qu'il est inutile de légiférer sur le co-living si on veut savoir quelle qualification de bail est à appliquer, puisque là, on a des outils de qualification qui s'imposent déjà à nous. Mais en revanche, il ne pourrait pas être inutile de légiférer si on veut appréhender d'autres fins. Alors, concernant le premier point, l'encadrement inutile du co-living quant à la qualification du bail, donc, ici, ce qui est mis en avant, c'est de dire que le co-living, c'est un petit peu différent de la colocation, etc. C'est une situation particulière. Et ceux qui mettent en avant ces spécificités, ce sont ceux qui veulent profiter donc d'une liberté contractuelle, d'un bail code civil ou voire d'une convention sui generis. Et ce qui est mis en avant, c'est la diversité des situations, effectivement. Le bien loué n'est pas tout à fait de la même consistance selon les formes de co-living. Hein, ça peut être une simple chambre, ça peut être un appartement en entier. Les modes d'exploitation ne sont pas les mêmes. Soit c'est un propriétaire unique, propriétaire de l'immeuble qui se charge du co-living, soit c'est un professionnel, mandataire commun. Et puis, on a des diversités d'occupations avec des co-living qui sont avec des résidences qui servent de résidence principale ou bien de plus courte durée. Donc, il y a une certaine variabilité dans cette offre. Et puis, d'autres mettent encore en avant la différence qu'ils estiment avec le bail en disant, eh bien, c'est pas du bail puisqu'il y a quand même des services fournis, des espaces partagés, donc ce serait différent d'un bail. En réalité, pour ma part, j'estime que ces particularités ne sont pas de nature à exclure la qualification de bail, hein, puisque ici, ce serait quand même aller contre l'ordre public des baux d'habitation et les spécificités en cause sont relativement faibles. Et pour un point de comparaison, les baux passés dans le cadre des résidences-services n'ont jamais été qualifiés de baux sui generis. Je ne vois pas pourquoi on qualifierait les baux de co-living de contrats sui generis, si ce n'est pour des intérêts financiers. Donc, c'est pas un contrat sui generis, donc on en revient au modèle de qualification qu'on connaît, hein, avec le schéma bien compliqué que je vous ai présenté, et on arrive à savoir quel bail va s'appliquer à cette situation, et c'était le sens donc d'une réponse ministérielle qui disait qu'il n'y avait pas besoin de légiférer sur le co-living. En revanche, on peut légiférer sur le co-living si on veut arriver à d'autres fins, c'est-à-dire si on veut rendre ce co-living, si on veut l'encadrer du point de vue des loyers, puisque là il faudrait modifier la loi Elan, puisqu'elle exclut les résidences-services, et donc parce qu'il y a un élément d'occupation privative et d'occupation partagée, donc à ce moment-là, oui, si on veut ça, il faut légiférer. Ce qui serait utile sur quoi il serait utile de légiférer, c'est de prévoir un encadrement consumériste, parce que il n'y a pas de contrat sui generis, mais on impose quand même certaines prestations, parfois de force, au co-liver, puisqu'il n'a pas le choix. Hein. C'est un package qui lui est fait, et donc il ne peut pas choisir, il ne sait pas quelles sont véritablement les charges, est-ce qu'il pourrait choisir, est-ce qu'il ne pourrait pas choisir. Tout ça, c'est un flou, et donc ce qu'il faudrait organiser, c'est la transparence des charges et des services.
Et puis, aussi, pourquoi légiférer? C'est pour, si on le souhaite, encadrer la construction de ces logements de co-living en précisant la destination, la sous-destination, ce qui n'est pas aujourd'hui réglé. Donc, c'est le sens de la proposition de loi déposée au Sénat le 7 novembre 2025. Alors, autre pratique, mais je vois que je vais peut-être la passer, et je vais passer à ma deuxième partie, parce que sinon, j'aurai quelque peu de mal à finir. Alors, sur... Comment ? 14 minutes. Oui, donc je vais donc, nouvelle pratique, on l'avait signalé. Je vais parler donc de ce nouvelle modalité de jouissance personnelle qui, cette fois, s'éloigne du modèle du bail et pour retrouver une certaine liberté. Et dans ces pratiques-là, eh bien, on peut les classer puisque ces nouvelles modalités empruntent soit justement à la convention sui generis, mais là parce qu'il y a une véritable particularité, soit on va se diriger vraiment ailleurs par le mécanisme sociétaire qui permettra d'arriver à quelque chose de très semblable au bail. Alors, en ce qui concerne la convention sui generis, eh bien, on la voit apparaître dans deux types de contrats qui sont nouvellement créés. Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, qui est créé par l'article 117 de la loi Elan, et qui, donc, est un contrat par lequel une personne de 60 ans et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son logement au minima une chambre, par exemple, à une personne de moins de 30 ans, moyennant une contrepartie financière. Et puis, autre contrat sui generis, c'est le contrat de résidence temporaire, qui est... Alors, c'est un mécanisme qui, au départ, était un mécanisme instauré de manière temporaire, donc c'était expérimental, on a vu ça apparaître en 2009, on a vu ça apparaître de manière expérimentale également par la loi Elan, mais désormais, le système est pérennisé puisque ça a été l'objet de la loi du 27 juillet 2023. Alors, c'est un système qui vise à permettre une location temporaire, enfin une convention sui generis qui met à disposition à un résident un logement parce que ce logement, en fait, son propriétaire veut qu'il soit occupé parce qu'il craint des dégradations, il craint le squat. Donc, plutôt que de le laisser vacant, il va le soumettre à ce type de convention. Comme ça, le logement occupé ne sera pas dégradé, il sera surveillé par l'occupant et comme il est occupé, il n'y aura pas de squatteur. Donc, c'est un mécanisme ici qui relève dans ces deux cas d'un intérêt non financier à l'occupation du logement, parce que dans le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, la personne, donc on va dire âgée, parce que 60 ans, c'est même pas âgé, mais donc la personne de 60 ans peut trouver intérêt non financier, un intérêt humain, d'avoir une compagnie, d'avoir quelqu'un qui la rassure dans l'immeuble, etc. Donc c'est un intérêt non financier à ce que le logement soit occupé, et pareillement pour le contrat de résidence temporaire, puisque c'est l'intérêt que le local soit occupé pour qu'il ne soit pas dégradé ou squatté. Alors, ces conventions, j'aurais voulu le démontrer avec plus de temps, mais véritablement, il y a de véritables spécificités qui en font cette fois-là des conventions sui generis, parce qu'on a une contrepartie qui est, dans les deux cas, extrêmement faible, et qui d'ailleurs ne peut même pas exister dans le contrat de résidence temporaire, donc c'est pas un loyer, donc on peut pas dire que c'est un bail. Il y a des obligations et des interdictions spécifiques qui sont motivées par la finalité du contrat, une obligation très pointue d'information sur l'intrusion ou sur les réparations à faire pour ce qui est du contrat de résidence temporaire, par exemple, une obligation qui peut être posée de rendre des menus services pour le contrat de cohabitation intergénérationnelle. Et puis, il y a quand même un mécanisme particulier puisque un tiers est ici... L'intermédiation d'un tiers est nécessaire. Alors, elle est nécessaire inhérente au mécanisme lorsqu'il s'agit du contrat de résidence temporaire parce que, en réalité, ce contrat, il n'est pas conclu directement entre le propriétaire et le résident. Il est conclu par un organisme, une association agréée qui, elle, s'est vue mettre par un autre contrat à disposition le local et c'est elle qui loue aux résidents. Donc, il y a nécessairement intervention d'un tiers, ce qui marque la spécificité de ce contrat. Et puis, c'est beaucoup moins marqué dans le contrat de cohabitation intergénérationnelle, mais en réalité, c'est un contrat qui nécessitera en pratique
l'intervention d'associations qui visent à l'habitation intergénérationnelle, ne serait-ce que pour mettre en relation les personnes intéressées par ce genre de contrat. Donc, c'est une convention sui generis et c'est une convention qui va arriver à l'allègement des contraintes, puisque pour le contrat de cohabitation intergénérationnelle, le choix qui est fait, c'est celui de la liberté contractuelle totale, si ce n'est les quelques règles que j'ai évoquées sur la durée. C'est une liberté contractuelle totale, puisque c'est même pas la référence au bail code civil, c'est la référence qui est faite au droit du contrat. Donc, c'est le droit du contrat qui va régir ce contrat. Alors, c'est pas la même chose pour le contrat de résidence temporaire, puisque là, on ne passe pas directement par une liberté contractuelle aussi vaste. Là, le législateur a institué un régime spécifique, mais ce régime est très favorable aux non-résidents. Donc, on retrouve par ce biais-là une certaine liberté. Alors, je voulais parler, mais ce sera finalement assez contraint, et je voulais parler de l'intérêt collectif des habitants qui motivait une certaine liberté, mais en recourant à un autre mécanisme qui est le mécanisme sociétaire. Donc ici, je voulais parler de l'habitat participatif qui a fait l'objet d'une reconnaissance par la loi Allure, parce qu'il y a une définition qui est posée de l'habitat participatif, que j'aurais pu développer, et puis l'habitat participatif qui n'est pas nouveau, mais donc l'intérêt de la loi Allure, c'est de l'avoir défini, et puis aussi d'avoir donné naissance à deux types de structures qui peuvent accueillir cet habitat participatif, deux sociétés spécifiques dédiées à l'habitat participatif, qui sont la société coopérative d'habitants et la société d'attribution et d'autopromotion. Et donc, grâce à ce mécanisme sociétaire, on a un associé habitant qui bénéficie d'une situation très similaire au bail, et avec le biais de la société, donc de la liberté de prise de décision et de la liberté aussi contractuelle, eh bien, on a une relation qui est tout à fait qui est pleine de liberté. Malheureusement, le système ne connaît pas le succès escompté pour diverses raisons dont je n'ai pas le temps d'énumérer. Et puis, donc, pour finalement finir, je dirais que oui, une certaine liberté résiduelle, mais comme on a pu le constater, quand on a fait le tour de ces divers mécanismes, cette liberté résiduelle, c'est quand même lié à des activités de niche, malheureusement. Donc, effectivement, le caractère résiduel, ici, eh bien, se justifie pleinement. Alors, je vous remercie et je suis désolée de ce dépassement.